Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous avons maintenant installé Cygwin et nous avons fait nos premiers pas dans la programmation système. Nous avons vu comment récupérer par exemple l'identifiant et l'identifiant du père d'un processus dans un programme C. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre mécanisme que nous avons déjà vu dans les terminaux, c'est que en fait, une commande peut lancer un sous-processus. Un processus peut lui-même créer un nouveau processus auquel il va donner des valeurs et il va lui demander en fait d'accomplir une tâche. Alors, on l'a déjà noté, on avait vu par exemple que quand je tape la commande PS, eh bien la commande PS est lancée par le terminal. Donc le terminal crée un sous-processus pour exécuter PS. Est-ce qu'on peut faire ça en fait dans un programme C? Alors évidemment on peut le faire et on va le voir que ça va se passer avec la commande fork que l'on retrouve en fait dans le langage C et dans la bibliothèque UniSTD. Et on va voir en fait qu'à partir du moment où on utilise fork, en fait on va dupliquer le processus. Alors c'est presque un processus un peu biologique, on va pratiquement faire une mitose, c'est-à-dire qu'on va prendre deux processus, un processus, on va le diviser en deux, les deux vont continuer en parallèle. Et on va voir en fait que ce schéma peut être répété, puisque de deux processus je peux en faire 4, de 4 je peux en faire 8, et ainsi de suite. Ok. Ensuite, une fois que ces processus fonctionnent en parallèle, comment je fais en fait pour les resynchroniser? Effectivement, imaginons par exemple que je veux lancer une grosse application de calcul, j'ai divisé mon calcul en plusieurs processus, sauf qu'à la fin, je veux pouvoir récupérer les résultats de tous ces processus pour en refaire en fait un résultat global. Eh bien, il y a aussi une notion de synchronisation que nous devons voir, il va falloir que les processus puissent s'attendre entre eux. Et donc, tout l'objet de cette vidéo, c'est de voir en fait comment créer un sous-processus et comment faire en sorte en fait que ces processus se resynchronisent à la fin. Il n'y a plus qu'à. Je suis donc de retour dans Cygwin et je suis de nouveau sous mon répertoire du disque DTMP, donc dans Cygdrive DTMP. Et je vais donc essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne la gestion de processus. Alors, on avait déjà installé cet environnement dans une précédente vidéo, donc si vous n'en êtes pas à ce point-là, n'hésitez pas à revenir dessus. Et ce que je vais faire maintenant, c'est faire quelque chose que j'avais déjà vu la dernière fois, c'est-à-dire que quand je tape la commande PS qui me donne les processus, je m'aperçois effectivement que les processus respectent une certaine hiérarchie. Alors ici, le processus PS que j'ai lancé, qui est donc la commande qui se trouve dans userbin PS, en fait a le numéro de processus 1826 et a comme parent 1819. Or 1819 c'est le PID de la commande user-bash, donc c'est bien le bash qui a lancé PS. Ok. Et le bash lui-même a comme père 1818 et je vois que le PID, le processus 1818, c'est tout simplement Minty, donc c'est la fenêtre de terminal. Donc la fenêtre de terminal a lancé un bash, mais pourtant elle a lancé un bash, mais elle est encore active, c'est-à-dire que les deux processus se déroulent en parallèle, et le bash a lui-même lancé la commande PS, mais sans mettre fin au bash. C'est-à-dire que le bash a lancé une espèce de, de sous-commande qui se déroule en fait en parallèle. Alors on va essayer de comprendre ce processus et on va essayer de le mettre en place nous-mêmes avec un programme en C. Alors de quoi je vais avoir besoin? Eh bien je vais avoir besoin d'une fonction C qui s'appelle fork. Fork, F-O-R-K. Alors si on le traduit, ce serait la fourche, l'embranchement. Et donc en fait on comprend bien que cette fonction va nous permettre de créer en fait un sous-processus. Ça va nous permettre en fait de garder le processus sur lequel on travaille actif et de créer une branche à côté, un embranchement si vous voulez, qui va permettre en fait de lancer une autre commande. On va donc se retrouver après la commande fork avec deux processus, un processus père et un processus fils. Le fils aura donc été créé à partir du père. Ok. Et l'idée c'est quoi? C'est que le programme C, tel qu'il a été écrit, va partager le code entre les deux processus. Ça va être le même code qui va être exécuté dans le père et dans le fils. Alors c'est un petit peu nébuleux comme ça, mais vous allez voir en fait qu'on va l'illustrer avec des exemples et ça va être très facilement compréhensible. Donc si j'utilise la commande fork, toutes les commandes qui sont utilisées après le fork, en fait, vont être utilisées dans les deux programmes. Ok. Alors heureusement, je vais avoir des fonctionnalités qui vont me permettre de savoir si je suis dans le père ou si je suis dans le fils. Mais on va y aller par étapes. On va déjà lancer un fork et on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche et quels sont les résultats que je vais pouvoir récupérer.
Alors, je vais prendre mon... je suis exactement sous le même répertoire que Cygwin, hein, je suis sous des TMP. Et je vais donc créer, en fait, un petit fichier qui s'appelle... Alors, je vais l'appeler fourche, pour pas qu'il y ait de confusion avec le fork. Je vais l'appeler fourche.c, donc .c, extension de .c. Fourche.c va donc se baser sur un programme principal. Voilà. Je vais être obligé d'utiliser fork, donc si je veux utiliser fork, il faut bien entendu que j'utilise la bibliothèque système du C, qui est, ça on l'avait déjà vu, unistd.h. Ok, ça marche. Et si probablement je veux afficher des choses, je vais probablement avoir besoin aussi de stdio pour les entrées-sorties, hein, .h. Ok. Très bien. Alors la première chose que je vais faire, alors effectivement c'est souligné en rouge, hein, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. UniSTD est en fait une bibliothèque qui n'existe que dans le monde Linux, Unix peut-être. Et donc en fait Windows, comme là je suis sous Windows, il ne la connaît pas, mais heureusement notre programme sera compilé dans un environnement Linux grâce à Cygwin. Donc, pas de panique, ça ne provoquera pas d'erreur. Hein. Donc là je suis dans le main et je vais donc lancer ma fonction fork. Alors si on s'intéresse un petit peu à la fonction fork ne prend pas de paramètres, mais retourne une valeur qui est de type PID-T. Alors PID-T, c'est un type que l'on avait déjà vu, c'est un type qui est défini dans unistd.h. Gardez à l'esprit que PID-T, c'est tout simplement un entier signé. Ok. C'est la redéfinition d'un entier signé, alors ça dépend du système sur lequel vous êtes. Parfois, c'est la redéfinition d'un int, parfois c'est la redéfinition d'un long int. Voilà. Donc, j'ai donc un PID-T que je vais récupérer. Je vais faire un fork. Et je vais écrire quelque chose que j'avais déjà fait dans ma vidéo précédente. Je vais écrire le PID du processus. Ok. Donc j'ai dit que le PID, c'est également un objet de type PID-T. Donc je vais le mettre en fait en long double. Et je vais aussi mettre le PPID, qui est donc le processus parent identifier, donc qui est le numéro du processus père. Pareil, je vais le mettre en LD aussi, en long double, et je vais pas oublier de sauter la ligne. Donc, pour assurer la compatibilité entre les différents systèmes, je vais en fait caster en long le résultat de la commande getPID, qui est la commande C qui va me permettre de donner le numéro, l'identification du processus courant, et je vais aussi faire un long getPPID pour récupérer en fait le parent du processus. Voilà. Donc tout simplement, j'ai fait un fork et derrière j'affiche l'identifiant du processus et l'identifiant du père du processus. Ok, je sauvegarde, je retourne sur Cygwin, je vérifie que je suis bien dans le bon document, c'est bon, j'ai bien fourche.c, donc je vais compiler mon fourche.c et je vais appeler l'exécutable fourche. Ce qui va me permettre... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai oublié de mettre un nom de variable. Tiens, c'est marrant ça. Oui, il faut que je mette un nom de variable. Donc, je vais mettre F1 par exemple. Hein. C'est mon premier fork, le premier fork que je réalise. Et je compile. Cette fois-ci, ça compile. J'ai donc créé un fourche.exe qui est là et que je vais donc pouvoir lancer. Alors, fourche.exe ne se lance pas évidemment puisque je n'ai pas mis le répertoire point dans la variable pass, tout ça je l'avais expliqué lors de la première vidéo, donc je vais dire que c'est fourche.exe qui se trouve dans le répertoire courant que je veux lancer. Ah, alors déjà première surprise, ce qui paraît assez étonnant, c'est que eh bien, je me retrouve avec deux processus. Un qui a le PID, donc l'identifiant 1837, dont le père est 1819, et un dont le PID est 1838, et le père est 1837. Alors si je prends la liste des processus actifs en ce moment, eh bien je vois que celui qui a comme père 1819 a comme père en fait la commande bash. Donc il a été lancé par bash, c'est donc celui que j'ai lancé au départ. Et on voit qu'il y a un deuxième processus qui s'est créé, qui a comme père 1837, donc qui a comme père juste le processus du dessus,
et qui lui en fait a récupéré l'identifiant 1838. Ok, donc si je veux en fait symboliser la hiérarchie, je peux le faire tout simplement, c'est que j'ai eu bash en fait, processus 1819, qui a en fait créé un sous-processus quand j'ai lancé fourche.exe, qui a créé le processus 1837, qui lui-même en fait a créé un deuxième processus fourche.exe, qui a le processus 1838. Alors on va essayer de voir un petit peu si je peux récupérer en fait ces deux occurrences de fourche, si je peux les visualiser avec la commande ps. Alors là vous voyez que mon fourche.exe il passe en instantané, donc ça va être difficile à vérifier. Ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais leur faire afficher les valeurs et puis ensuite je vais faire un sleep de 15 secondes. Voilà, je vais faire un sleep de 15 secondes pour avoir le temps de lancer la commande ps. Donc, je recompile. Hop. Je lance fourche.exe, mais cette fois-ci, je le lance en arrière-plan avec un i commercial. Ça aussi, ça a été expliqué dans la première vidéo. Hop. Et je vais faire un ps. Et je vais m'apercevoir effectivement que j'ai bien deux fourches qui ont été lancées. Un ici et un là. Et je m'aperçois bien qu'il y en a un qui est le père de l'autre. C'est-à-dire que là, j'ai un fourche 1845, et 1845 est le père du deuxième fourche. Ok. Donc on voit bien en fait que le programme fourche a été dupliqué. J'ai bien deux occurrences qui ont été lancées en parallèle. Et chacune de ces occurrences a donc lancé l'identifiant, le PID. Alors comment je peux comprendre ça de façon plus simple ? Eh bien, en fait, si je veux vraiment l'expliquer, je vais juste l'expliquer avec un notepad, avec un notepad ou deux d'ailleurs, je vais peut-être en prendre deux. Ce qui s'est passé, c'est que, hop, voilà, j'ai mon petit programme qui est là, int main, machin, voilà, qui a été créé. Le programme s'est bien déroulé. Ok. On a fait l'inscription, on a écrit le getPid et tout ça. Le fork a été fait. Et ça veut dire en fait tout simplement qu'au moment du fork, en fait un deuxième processus a été créé, donc là que je symbolise avec mon deuxième notepad, et qu'en fait tout ce qui est derrière le fork a été dupliqué. Donc tout ça c'est derrière le fork, et donc tout ça va se produire dans le processus fils. Donc là je vais juste indiquer qu'ici je suis dans le fils, et ici je suis en fait dans le père. Donc ça veut dire que le père va faire son fork, il va créer un fils, puis le père va faire le print, le fils va faire le print, le père va attendre 15 secondes, et le fils va attendre 15 secondes. Voilà un petit peu comment je suis arrivé en fait à dupliquer deux processus. Nous allons continuer à travailler sur quelques exemples pour que ce fork en fait devienne de plus en plus clair. Mais là on voit déjà un petit peu apparaître cette notion de j'ai un processus qui arrive à créer un fils à partir de lui-même et qui partage en fait le code. Alors le seul problème c'est que je ne sais pas en fait qui va afficher ces informations en premier. C'est pas sûr que le père affiche en premier, c'est pas sûr que le fils affiche en premier, je ne suis pas sûr de l'ordre. Autre chose que j'aimerais, c'est que j'aimerais pouvoir faire la distinction entre le père et le fils. Alors comment je vais faire ? Eh bien on va essayer de trouver une possibilité. Cette possibilité elle nous est toujours donnée par la commande fork, par la fonction fork, et on a vu que la fonction fork en fait retournait un élément de type PID-T. Et pour l'instant on ne s'était pas encore trop intéressé à cet élément. Il est peut-être temps en fait de s'y intéresser. PID-T c'est tout simplement un entier signé, donc un entier qui peut être positif ou négatif. Et en fait, à partir de ce PID-T qui nous est renvoyé, nous allons pouvoir savoir si nous sommes dans le père ou dans le fils. Alors, quelles peuvent être les différentes valeurs de PID-T ? Eh bien, soit je peux avoir -1. Si j'ai -1 dans le retour de fork, ça veut tout simplement dire que fork s'est mal déroulé, qu'il n'a pas pu faire ce qu'on lui a demandé.
Donc ça peut être par exemple qu'il n'y avait plus de mémoire disponible ou quelque chose comme ça. 0, ça veut dire que je suis dans le fils, et n, ça veut dire que je suis dans le père. Alors concrètement, si je reprends mes deux exécutions, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'avais dit que le F1 ici était le résultat de la commande fork. Ça veut dire que si je continue dans le père, ici, F1 est égal en fait au PID du fils. Okay, ça veut dire, par exemple, si je reprends l'exemple qui est ici, j'ai eu un père 1845 qui a créé 1846, et bien dans le processus père, eh bien je vais récupérer en résultat du fork le PID du fils, à savoir 1846. Et dans le fils, donc là par exemple je peux le mettre, donc là par exemple 1846. Et dans le fils, je vais avoir quoi? Et bien dans le fils, je vais avoir F1 qui est égal à 0. Voilà. Donc, à quoi ça va me servir en fait d'avoir ça? Il y a une certaine logique derrière quand même. Tous les processus sont capables de connaître leur propre ID avec un getPID et leurs parents avec un getPPID. Ok? Donc le fils, la valeur 0 en fait, elle est très bien puisque le fils connaît son PID et connaît aussi celui de son père. Pas de problème. Le père, lui, par contre, il connaît son PID et il connaît celui de son père. Mais par contre, il ne connaît pas celui de son fils. Donc, c'est très intéressant que la commande fork, en fait, lui renvoie le PID du fils qui a été créé. Et donc, le père a donc la possibilité de connaître son PID, le PID de son père, et aussi le PID du fils qui vient d'être créé par retour de la commande fork. Voilà, donc on a tous les éléments pour comprendre un petit peu comment marche le fork. Alors ce que l'on va faire effectivement, c'est que l'on va essayer maintenant d'adapter notre programme pour que le rendre plus compréhensible. On va essayer de faire en sorte que chaque élément retrouve sa place au bon endroit. Alors on a vu les deux commandes processus avec la commande PS. Ce que l'on va essayer de voir maintenant, c'est on va essayer de distinguer le père et le fils, et on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Alors, je vais reprendre mon Visual Studio Code, et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais gérer les trois cas qu'il me faut gérer. Donc le premier cas, c'est le fork s'est mal passé. Alors je vais m'en débarrasser tout de suite. Donc si le retour de la commande fork est égal à -1, eh bien c'est que quelque chose s'est mal passé. Et donc je vais tout simplement écrire, ici je vais faire un print f, voilà, erreur dans le fork, et je ne vais pas aller plus loin. Bon, je vais mettre un backslash n quand même. Je ne vais pas aller plus loin, je vais tout simplement dire, voilà, je return -1 pour dire que je sors de la fonction. Voilà. Main étant basé sur un type int, si jamais je fais un return, je suis obligé de renvoyer un élément, une variable de type entier signé, donc je retourne -1 pour dire que quelque chose s'est mal passé. Sinon, je continue, si je suis toujours dans la fonction, c'est que le fork s'est bien déroulé. Et donc dans ce cas-là, j'ai deux possibilités. Soit je suis dans le père, soit je suis dans le fils. Et pour distinguer les deux, je vais tout simplement dire, voilà, si le retour est égal à... alors on peut regarder d'abord 0 ou d'abord le PID, peu importe. Je vais faire, voilà, si f1 est égal à 0, donc d'après la documentation de fork, eh bien, si f1 est égal à 0, je suis dans le fils. Voilà. Et sinon, sinon, je suis dans le père. Ok, on va essayer de voir si tout se passe bien. Je vais juste reprendre ma petite commande qui est là. Voilà, qui fait un petit print, qui fait un slip. Et je vais modifier les affichages pour être sûr en fait que je suis bien au bon endroit. Donc normalement, ici, je devrais être dans le fils, donc je vais simplement préfixer fils. Voilà, et ici je vais préfixer père. Voilà.
Donc normalement, maintenant que j'ai distingué les deux, je devrais avoir fils qui me donne ces informations et père qui me donne ces informations. Ok, on va essayer de relancer tout ça. On recompile, ça marche. Je vais relancer en arrière-plan, ce qui va me permettre de donner un PS et de vérifier tout ça. Donc les affichages me disent que le père a le PID 1853 et un PPID de 1819. Le fils, lui, a un PPID de 1854 et un PPID de 1853. C'est bien ce qu'on retrouve dans la commande PS. Donc là, on a le fils, 1854, qui a comme père 1853, et on a bien le père, qui a comme PID le 1853, et qui a comme père lui-même 1819, qui est le bash. Ok. Mais ça veut dire aussi que, ce que j'ai oublié comme information, ça veut dire que le père, lui, connaît le PID de son fils. Donc ça veut dire que ici, je peux encore dire, voilà, j'ai le PPID et j'ai aussi le PID du fils que je peux rajouter, donc toujours 1% LD. Et le PID du fils, bah, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le retour de fork. Ici, c'est mon F1. Alors là aussi, je peux mettre un long devant pour pallier au problème de compatibilité que je pourrais avoir. Je vous ai dit, en fait, le problème, c'est que le PID T, sur certains systèmes, c'est du int, sur d'autres systèmes, c'est du long int, et donc, en fait, le fait de le caster en long permet de dire, voilà, une fois pour toutes, c'est du long. Donc, on va essayer de voir, en recompilant, si le père connaît effectivement son fils. Je recompile, voilà, je fais PS, et là, je m'aperçois effectivement que le père, il me dit quoi? Il me dit, bah, je suis le processus 1861, mon père est le 1819, et mon fils est le 1862. 1862, c'est bien le PID du fils qui a été créé. Donc c'est très intéressant cet échange d'informations, puisque ça veut dire que le père connaît son identifiant, connaît son propre père, et connaît son propre fils. C'est très important, puisque en connaissant les processus ID de ces différents autres processus, eh bien on va pouvoir échanger des messages, on va pouvoir s'envoyer des signaux, et on va pouvoir communiquer entre processus. Donc c'est très important en fait de comprendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, c'est de voir en fait comment se passe la gestion de variables au moment du fork. Je vous ai dit que tout ce qui suit le fork est en fait dupliqué. Ça veut dire que si je reprends mon fork, maintenant mon programme a un petit peu évolué. J'ai tout ça dans mon programme. Hop. Voilà. Et je vous ai dit, voilà, ici, on serait donc... Je vais faire un petit peu plus petit. Donc ici, on serait donc dans le père. Et ici, on est toujours dans le fils. Ok. Ça veut dire que mon fork est ici, ça veut dire que tout ce qui suit le fork va être dupliqué dans le fils. Donc, avec un F1 qui est égal à 0, et ici, je vais avoir un F1 qui est égal à PID du fils. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans le fils, j'ai F1 n'est pas égal à moins 1, puisque F1 est égal à 0. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder if f1 égale à 0, donc c'est bien ce cas-là, donc le fils va en fait exécuter cette partie. Le père, lui, il a récupéré le PID du fils. Donc c'est pas f1 n'est pas égal à 1, f1 n'est pas égal à 0, donc le père en fait va aller dans le else et va exécuter cette partie-là. Mais l'intégralité du code en fait est disponible des deux côtés. C'est tout simplement notre if qui fait que c'est exécuté dans le père ou dans le fils. Toutes les instructions que je mettrais en dehors du if, eh bien, elles seraient tout simplement connues des deux côtés. Bon, alors maintenant, la question est de savoir, maintenant qu'on a compris ça, si jamais je déclare une variable avant le fork, est-ce qu'elle est disponible à la fois pour le père et pour le fils? On va essayer. On va tout simplement créer une petite variable que je vais appeler n, dans laquelle je vais mettre la valeur 5. Et en fait, je vais l'afficher dans le père et dans le fils. Donc là, je suis dans le fils. Et je vais faire valeur de n. Donc n est un entier, donc je vais mettre un %d.
ouais, n, voilà. Donc je vais l'afficher dans le fils, et je vais l'afficher aussi dans le père. Oui, mais du coup, il faut que je modifie ça en père, sinon je vais pas voir la différence. Ok, donc je recompile. Je sais pas si j'ai sauvegardé. Ah, il me manque un bout. Ok. Je recompile. Hop. Ah, j'ai oublié un F à print. Toujours ces mauvaises habitudes de la programmation Python. Ok. Voilà. Et je relance mon fourche. Et vous voyez effectivement que le père et le fils connaissent la valeur de n. Ça veut donc dire en fait que la valeur de n est connue, tout ce qui a été déclaré avant le fork est en fait connu dans le père et dans le fils. Donc ça c'est bon à savoir aussi, je peux partager en fait des variables. Mais est-ce que ça veut dire que cette valeur de n est la même variable des deux côtés? Ça veut dire que, est-ce que si je modifie n dans le fils, eh bien est-ce que je vais retrouver en fait cette même valeur de n dans le père? Alors essayons, on va essayer de modifier la valeur de n dans le fils. Je vais faire par exemple n égale 7 dans le fils, et je vais faire le n égale 11 dans le père. Et ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la valeur de cette variable après le slip. Alors l'idée c'est quoi? C'est que je voudrais qu'on va très rapidement aller dans le père et dans le fils, qui vont s'exécuter en parallèle. Le fils va modifier sa valeur, le père va modifier sa valeur, puis on va faire un slip de 15 secondes, et à la fin du slip, quand les deux processus se réveillent de nouveau, ils vont me donner la valeur de n qu'ils ont chacun la leur. Normalement, si la variable n est partagée, il devrait avoir la même valeur. Alors je ne sais pas si ça va être 7 ou 11, hein, ça va être celle qui va passer en dernier, mais si le fils a toujours 7 et que le père a toujours 11, eh bien ça veut dire en fait qu'ils ont chacun leur variable de leur côté. Ils ne partagent donc pas la notion de variable, ils l'ont simplement de leur côté. Donc on va relancer ça, je vais le relancer en arrière-plan, donc là on a toujours les PID, donc on va juste attendre une quinzaine de secondes pour qu'il nous donne en fait la valeur de n qu'ils ont chacun récupérée. Et donc, si la valeur est identique, ça veut dire que la variable est partagée par les deux processus. Mais d'après ce qu'on a dit, effectivement, les processus normalement ne partagent pas des variables. Les processus, normalement, c'est cloisonné. Et chaque processus s'appuie sur ses propres variables. Et là, on a la confirmation, effectivement. Le père a la valeur de 11 et le fils a la valeur de 7. Donc, c'est bien deux variables différentes, en fait, que nous allons pouvoir utiliser. Donc au moment où le fork a été fait, eh bien les variables sont tout simplement dupliquées et le père et le fils vont pouvoir continuer à travailler avec la valeur qu'avait la variable, mais vont pouvoir en fait les modifier dans leur propre espace de mémoire. Ok, alors ce que je viens de dire, c'est une version un petit peu... c'est une observation empirique que nous avons faite, c'est-à-dire que nous avons vu que chaque processus en fait modifiait sa propre variable. En fait, dans les faits, il y a une optimisation qui est faite au niveau du fork, c'est que tant que la variable n'a pas été modifiée, eh bien la variable n'est pas dupliquée. C'est-à-dire que si vous avez des variables en lecture seule, c'est-à-dire que vous avez des variables qui ont été déclarées avant le fork et vous ne faites que les lire mais que vous ne les modifiez jamais, en fait les variables ne sont dupliquées qu'au moment de la première modification. Donc c'est une petite optimisation que vous propose fork. Ok, ça marche. Donc on a bien compris comment marche notre fork. Alors pour l'instant, si je regarde un petit peu mon processus, alors j'ai toujours quand même le père qui passe avant. Non, des fois le fils, vous voyez. Des fois j'ai le fils qui passe avant. Des fois j'ai le père qui passe avant. J'ai pas vraiment de logique là-dessus. En fait, comme les deux processus sont scindés, en fait, à partir du moment où ils sont scindés, ils ont leur vie propre. Et ils ont leur temps d'exécution propre, et donc je ne peux plus garantir en fait que le père finisse avant le fils ou que le fils termine avant le père. Si jamais je veux avoir ce genre de choses, il va falloir que je crée une synchronisation entre les deux. Là, pour l'instant, je n'ai pas la main. Je ne sais pas lequel terminera avant l'autre, ça va dépendre en fait de l'allocation du processeur,
pour chacun de ces deux processus. Nous allons essayer de mettre en place en fait un mécanisme de synchronisation et on va faire en sorte que le père qui a lancé son fils, qui a créé un processus fils, attende la fin du fils avant de se terminer. Et là, en fait, on va utiliser une fonction que l'on appelle wait. Donc wait, le processus père va attendre. Et donc, à partir du moment où le père va rentrer dans le wait, il va rentrer dans une, si vous voulez, un petit peu dans un état de somnolence. Il va attendre que le fils termine, et c'est lui ensuite qui va terminer son processus. Donc le père va être mis automatiquement en pause jusqu'à ce que son fils se termine. Ok. Une fois que le fils se termine, wait renvoie de nouveau un PID-T et va renvoyer en fait le numéro du fils qui s'est terminé. Et wait prend en paramètre une variable status sur lequel on ne rentrera pas trop dans le détail, mais ça va permettre en fait de savoir comment le fils s'est terminé. Est-ce qu'il s'est terminé correctement? Est-ce qu'il a été annulé? Est-ce qu'il a été supprimé? Est-ce qu'il a rencontré des problèmes de mémoire? Tout ça, c'est des choses que l'on peut retrouver comme information dans la variable status. Ça nous permet de savoir si le processus fils s'est correctement terminé ou s'il s'est terminé en erreur. Bon. On va essayer de mettre en place cette fonction wait et voir un petit peu comment elle marche. Alors, si je veux utiliser la commande wait, je vais être obligé d'utiliser les bibliothèques qui la contiennent. Et donc wait a besoin de 2 bibliothèques supplémentaires qui sont sysType et sysWait. Donc j'ai besoin de ces 2 bibliothèques. Ok. Alors je vais les mettre en place et on va essayer de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc j'ai besoin de mes 2 bibliothèques, donc je vais retourner en en-tête de mon programme et je vais tout simplement dire, voilà, je vais faire un include sysTypes, je crois. C'est ça que j'avais dit, ouais. Et je vais faire un include aussi de sysWait.h. Voilà. Et je vais donc pouvoir maintenant utiliser ma fonction wait. Alors je vais garder mon cheminement, je vais faire un fork, on est bon, je vais être dans le fils, je modifie la limite 7, ok, j'écris les informations de mon fils, je fais un slip de 15, et j'affiche la valeur de n. Bon, oui, pourquoi pas. Et ensuite, je suis dans le père, je modifie n, j'affiche les informations de mon père, et cette fois-ci, je ne vais pas faire un slip, je vais tout simplement faire un wait. Alors, je suis obligé de déclarer naturellement ma fonction, le paramètre de la fonction wait, et le paramètre de la fonction wait, c'est une variable status qui est de type entier. Et à wait, je suis obligé de passer l'adresse de status, puisque naturellement, la fonction wait est censée modifier le statut. Donc pour le rendre modifiable, je suis obligé de passer la variable par adresse. Et wait, en fait, renvoie une variable PID-T qui contient, en fait, le processus ID, le PID du fils, qui s'est terminé. Ok ? Et donc, en fait, dans le père, ce que je vais faire, c'est tout simplement dire... Alors je vais enlever tout ce qui concerne n, ça va être un petit peu plus simple quand même à comprendre. On a compris cette notion de variable, hein. Voilà. Donc tout ce qui concerne n, je vais l'enlever. Et je vais tout simplement dire, père, je suis toujours dans le père, et je vais dire en fait le fils %ld, c'est terminé. Voilà. Et le LD qui est ici, en fait, tout simplement, c'est la variable fils. Alors, pour bien comprendre ce que fait ce programme, le fils va se lancer, il va écrire ses identifiants, et il va faire un slip de 15 secondes. Le père va écrire ses informations, puis il va se mettre en wait, en attente. Il va être en attente que le fils se termine, donc que le fils ait fait ses 15 secondes. Et quand le fils va se terminer, eh bien wait va se débloquer, va débloquer le père et va renvoyer en fait le code, le PID du fils qui s'est terminé. Et donc le père va se terminer en écrivant que le fils LD s'est terminé. Alors je vais faire un slip de 10 aussi, hein, qui sera largement suffisant. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc récupérer mon Cygwin et je vais lancer la compile et je vais relancer fourche.exe. Alors je suis plus obligé de le mettre en arrière-plan, on va simplement le lancer. Donc le père écrit ses informations, le fils écrit ses informations, puis le fils va se terminer
le slip va se terminer et le père va dire, voilà, et bien tout simplement, je me suis relancé parce que le fils 1890, donc c'est bien le PID du fils, lui, il s'est correctement terminé. Donc vous voyez encore une fois qu'il y a un échange d'informations. Le fork dit au père quel est le PID du fils qui a été créé, et au moment en fait du signal de fin du fils, le wait renvoie encore une fois quel est le fils qui s'est terminé. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce qu'on pourrait imaginer qu'un père pourrait créer plus d'un fils. Un père pourrait avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7 fils. Il peut en générer autant qu'il veut, autant qu'il a la possibilité de faire de fork. Ok, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi de savoir en fait lequel de ses fils a terminé. Ok, ça marche. Très bien. On est bon. On est plutôt pas mal à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Ah, si maintenant on a compris le principe du fork, on pourrait essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir ce qui se passerait si jamais on mettait deux forks l'un derrière l'autre. Qu'est-ce qui se passerait? On va essayer de l'écrire en C et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Imaginons maintenant que je reprenne mon programme C, que je fasse un fork F1 et que je fasse derrière un fork F2. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Très intéressant. Eh bien, en fait, pour garder la logique, on va reprendre notre petit programme qui est ici, et on va, en fait, reprendre les notepads que j'avais mis en place. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Donc, je vais prendre mon premier notepad, et je vais mettre mon programme. Ce petit programme, qui contient tout ce que j'ai dans mon code C, c'est ce que je vais appeler, en fait, le père. Ok. Au moment de faire mon premier fork, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout le reste, tout ce qui suit le premier fork, va être dupliqué dans le fils. Voilà. Dans le fils, je vais avoir donc la variable f1 qui va valoir 0. Je suis dans le fils. Hein. Et dans le père, ici, dans le père, donc, je vais avoir en fait f1 qui vaut le PID du fils. Ok. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien derrière, j'ai un deuxième fork. Mais ce deuxième fork, je m'aperçois qu'il est à la fois dans le père et qu'il est à la fois dans le fils. Donc chacun de ces deux processus va lui-même faire un fork. Ça veut dire que je vais ouvrir encore deux notepads. Je vais encore avoir besoin de deux notepads. Le père qui est ici, il va créer un deuxième fork. Donc le f1 du père, lui, il va être récupéré dans ce processus-là et dans son processus fils. Et donc ça veut dire que le processus père va générer ce qui suit le fork 2, et ce qui suit le fork 2 va aussi, encore une fois, être généré là, va être généré en fait dans un autre processus. Voilà. Alors qu'on soit bien clair, je vais essayer d'agrandir autant que je peux tout ça. Voilà. Donc ça, c'est... Alors comment je vais l'appeler? Donc c'est en fait un deuxième fils du père. Alors je vais juste mettre tout en ordre. Hein. Donc le père a créé lui-même son processus, et le fils de l'autre côté, il va faire pareil. C'est-à-dire qu'il va prendre tout ce qui est après le F2, et il va le générer lui-même aussi dans un processus fils. Ok, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que après le F2 qui est là, hein, eh bien, dans ce processus-là, le père, il aura dans F1 le PID du fils, et dans F2, il aura quoi? Il aura recréé encore un fils, donc il aura encore le PID du second fils. Je vais mettre ça comme ça.
Dans F1, il aura le PID du premier fils, et dans F2, il aura le PID du second fils. Lui, bah, il a été dupliqué en dessous. Donc il a comme son père dans F1 le PID du premier fils, mais dans F2, comme lui est le fils par rapport au fork F2, il va avoir 0. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, au début, il était le premier fils du processus qui a été lancé. Et puis, après le PID F2, eh bien, il a lui-même créé un fils, dont il est le père. Donc, puisqu'il est le père, ici, dans F2, eh bien, il va avoir le PID de son fils. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, lui, il a récupéré le F1 de son père. Donc, il a repris F1 de 0. Et bah, de son père, il est le fils. Donc, en fait, il va récupérer F2 qui est égal à 0. Et en fait, on va se retrouver, effectivement, si vous alignez 4 forks, on va se retrouver avec 4... Pardon, si on aligne 2 forks, on va se retrouver avec 4 processus. Et en fait, on va pouvoir les distinguer toujours, hein, puisque celui-là, il a 2 PID. Celui-là, il a un PID pour F1 et il a 0 pour F2. Celui-là, il a 0 pour F1 et un PID pour F2. Et celui-là, en fait, a 0 dans F1 et 0 dans F2. Et donc, en fait, on va de nouveau pouvoir identifier ces quatre éléments. Alors, par exemple, hein, je pourrais les numéroter. Je pourrais dire par exemple que ça c'est P1. Voilà, ça c'est le P2 qui a été créé. Donc ça c'est P2. Ça c'est P3. Et ça c'est P4. Et donc le PID de... Donc là il aurait le PID de P4. Il aurait 0 et le PID de P4. Lui, il aurait le PID de P2 et 0. Et lui, en fait, il aurait le PID du premier fils, c'est-à-dire P2, et le PID du second fils, c'est-à-dire P3. Voilà. Alors, on peut adapter notre programme maintenant pour gérer ces 4 cas de figure. Et vous l'aurez compris, si jamais je fais 3 forks de suite, je vais encore une fois multiplier par 2, donc je vais passer à 8 processus. Si je multiplie encore une fois par 2, je vais passer à 16, et ainsi de suite. Donc 4 forks, ça va me donner 16 par exemple. Et j'aurai donc toujours 2 puissance 4, 2 puissance n processus, si n est le nombre de forks que je fais à la suite. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que les forks sont souvent faits dans le pair, hein, pour justement éviter tous ces cas de figure redondants. Donc, tout simplement, si je fais 2 forks à la suite, il va falloir que je teste le retour de F1 et de F2. Qu'est-ce que ça va apporter comme modification à mon petit programme? Alors cette fois-ci, je vais ajouter une erreur de fork si F1 est égal à -1 ou si F2 est égal à -1. Donc il faut que je regarde. Donc si un des deux forks a posé problème, j'ai un problème. Et sinon, je vais me retrouver en fait dans les différents cas. C'est-à-dire que je vais me retrouver, par exemple, il faut que je gère les cas P1, P2, P3, P4. Donc, P1, P1 c'est qu'F1 et F2 soient différents de 0. Ok, donc F1 différent de 0 et F2 différent de 0. Là, je suis donc dans le processus 1, celui en fait qui a créé tous les autres. Je vais donc créer P1, voilà, qui a son PID, qui connaît son PID, et ainsi de suite. Voilà. Ok, ça marche. Là, je suis dans P1, et ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais créer en fait les autres éléments. Hein. Else, if, si je veux maintenant avoir P2, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais récupérer, alors P2 c'est F1 est égal à 0,
et f2 est un PID. Donc ça veut dire que f1 est égal à 0 et f2 différent de 0. Voilà. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, il me reste... je suis dans P3. Donc P3, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est F1 qui est différent de 0 et c'est F2 qui est égal à 0. Et enfin, si jamais je suis dans aucun de ces cas-là, else, en fait, je suis dans P4. Processus 4. Hop. Je vais utiliser ce print systématiquement. Voilà. Voilà. Et voilà. Très bien. Je vais juste changer les codes. Donc ici, je vais avoir 2. Ici, je vais avoir 3. Ici, je vais avoir 4. Et donc là, je suis sur un petit programme qui va lancer en fait 4 éléments en parallèle. Donc je recompile, je vais voir si tout se passe bien, ça marche. Je vais lancer fourche exe et je m'aperçois effectivement que je récupère les PID des différents éléments. Alors normalement, je devrais avoir la hiérarchie qui est respectée, c'est-à-dire que P1 devrait être le pair. Donc P1, il est comme processus 1896, ça c'est bon. Alors, qui a comme paire 1896? Il y a P3, qui a comme code 1898, et il y a aussi P2, puisqu'effectivement, P1 est le pair de P3 et de P2. Et P2 a comme processus 1897, ok. Et P4, lui, eh bien, il est le fils de P2. Donc là, j'ai P4. Voilà. Donc j'ai une hiérarchie comme ça qui se met en place. P1 a créé P3 et P2, et P4, en fait, a été créé par P2. Et donc j'ai ma hiérarchie, en fait, mon arborescence qui s'est mise en place. Et donc ça permet de bien comprendre, en fait, le mécanisme du fork. C'est une fonction qui peut être un petit peu abstraite au début quand on s'y met, et puis finalement on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce que je voulais encore montrer à ce niveau-là? On a fait 2 forks, on est arrivé à bien gérer le cas de figure, hein. Ça c'est pas mal du tout. On va rester un petit peu sur ces notions de synchronisation pour terminer la vidéo. Donc on avait vu que le wait permettait d'attendre la fin du premier fils, mais je m'aperçois maintenant que, eh bien, dans mon P1, j'ai créé plusieurs fils. C'est-à-dire que P1 a créé P3 et P2. Comment je peux expliquer en fait à P1 qu'il doit attendre la fin de tous ses fils pour lui-même se terminer? Eh bien, je vais attendre en fait tant que, boucle while, tant que en fait il y a des fils qui doivent en fait renvoyer quelque chose. Ok, donc je vais créer une boucle autour de while, de wait, et je vais attendre en fait jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien à attendre. Ça marche. Donc je vais aller dans P1 et je vais attendre P3 et P2. Ok, donc je vais reprendre mon petit Visual Studio Code, je vais me mettre dans P1. Et à la place de faire un sleep, ici, je vais faire un while. Et je vais faire un while quoi? Et bien en fait, je vais faire un while et je vais me baser sur la fonction wait. Et la fonction wait, elle fait quoi? Elle va me renvoyer le PID du fils qui est terminé. Donc, je vais donc avoir un fils. Le fils va être renvoyé par wait. Alors si je veux faire ça, il faut que je déclare mon fils, sinon je suis en C, il va râler, donc je vais lui dire que le fils est de type PID-T. Mon fils va récupérer le résultat de wait. Alors il faut que je donne aussi le statut de wait, sinon là aussi C va me poser problème. Okay. Et je vais faire en sorte que ce fils
tant que ça me renvoie quelque chose qui est supérieur à 0, parce que je vous rappelle que le PID, en fait, tout simplement, c'est le résultat de wait, c'est le PID du fils qui s'est terminé, donc ça veut dire que tant qu'il renvoie quelque chose de supérieur à 0, c'est que j'ai le PID d'un fils. Si jamais il me renvoie quelque chose qui est 0 ou moins, bah c'est tout simplement qu'il n'y a plus rien à attendre. Et donc, tout simplement, ce que je vais écrire, c'est que je suis d'abord dans le P1, ça je vais l'écrire, et ensuite je vais dire mon fils un fils en fait, c'est terminé. Ok. Et mon fils en fait c'est quoi? Bah c'est fils que je vais tout simplement caster en longue, encore une fois pour les soucis, pour avoir un programme en fait qui soit le plus portable possible. Ok, ça marche, je compile et on devrait être bon. Je relance ma fourche, exe. Donc les 4 processus se sont lancés, j'ai bien les PID, ok, et le père va attendre en fait la fin de ces processus fils, donc il devra attendre le 3 et le 1. Et donc en fait vous voyez que P1, il dit mon fils 1907 c'est terminé, donc 1907 il a attendu la fin de P3, et 1906 c'est terminé, donc il a attendu la fin de P2. Alors il n'attend pas la fin de P4, tout simplement parce que, on l'a vu sur la hiérarchie, en fait, P4 n'est pas directement le fils de P1. P4 est le fils de P2, donc il serait le petit-fils de P1. Donc en fait, P1 ne peut pas attendre son petit-fils. Il faudrait que P2 attende P4, et avant de se terminer, et renvoie en fait une valeur à P1. Ça, c'est un petit exercice que l'on peut mettre en place à la limite. Voilà. Très bien, donc là, on a vu une petite boucle qui nous permettait de récupérer tous les éléments, d'attendre en fait la fin de ces fils. Donc pour voir un petit peu les mécanismes de synchronisation. Dernier point que j'aimerais voir, c'est que pourquoi est-ce que le père finalement connaît son fils? Je pourrais dire aussi que je veux attendre en fait, le père doit attendre en fait un fils en particulier. Par exemple, imaginons que je veuille que mon père attende par exemple P3, mais en fait, j'ai pas du tout besoin d'attendre P2. P2, c'est quelque chose qui peut se terminer tout seul, et le père n'a pas du tout, P1 n'a pas du tout besoin d'attendre P2 pour arriver à la fin. Eh bien, je pourrais dire, en fait, tout simplement, synchroniser P1 en disant, en fait, que P1 se termine uniquement quand P3 se termine. Et P2, en fait, je m'en fiche. Comment je peux faire ça? Eh bien, à la place d'utiliser la fonction wait, je vais utiliser la fonction waitPID, qui a des paramètres en plus par rapport à wait, et qui va me permettre, en fait, d'attendre un processus bien particulier, identifié par son PID. Et donc, je vais utiliser waitPID, qui prend 3 arguments, le PID du processus que je veux attendre, le statut que je veux pouvoir récupérer, et l'option, si j'arrive. C'est des options un petit peu complexes que l'on peut ajouter. Je ne détaillerai pas ça. Si jamais vous voulez regarder un petit peu comment ça fonctionne, n'hésitez pas à vous reporter à la documentation. Ok, donc cette fois-ci, le premier argument de waitPID, en fait, se base directement sur un des éléments. Alors, si je veux attendre mon processus 3, il faut que je retrouve où se trouve le PID du processus 3, et je m'aperçois en fait que le processus 3, je le récupère dans le père, dans P1, je le récupère dans F2, donc dans le résultat du deuxième fork. Ok, ça marche. Donc ça veut dire que si je suis dans P1, et que je veux attendre un élément, donc cette fois-ci j'attends plus tous les fils, donc cette partie je vais la mettre en commentaire, je n'attends plus tous les fils, je vais tout simplement attendre le fils qui m'a été retourné dans F2. Je vois bien que dans P1, F1 est différent de 0 et F2 est différent de 0, ça veut dire que les deux en fait contiennent des PID. Ok. Et donc tout simplement, le fils qui est ici, je vais faire un waitPID. Ah, j'ai besoin du status qui est défini juste en dessous. Donc je vais être obligé d'inverser ces deux ordres. Je vais faire un waitPID, alors je vais attendre que quoi se termine? Je vais attendre que F2 se termine. Donc je vais attendre que le processus 3 se termine. Je vais mettre le status qui est ici.
et je vais avoir besoin des options. Les options, je vais mettre 0, tout simplement. Pour me faciliter la vie, je ne vais pas mettre d'options. OK. Et je vais naturellement écrire que mon fils a terminé. Je pense que tout est là. On va compiler. On va voir si tout marche. Si tout ne marche pas, on reviendra dessus. Donc vous voyez que P3, P1, P2, P4 se sont lancés. Pas forcément dans l'ordre dans lequel je pensais, mais c'est pas grave, les 4 se sont lancés en parallèle. Du coup, j'ai pas la main dessus, hein. Vous voyez que l'ordre a changé. Hein. Là, j'avais P1, P3, P2, P4, P3, P2, P1, P4, et ainsi de suite. Et là, vous voyez que P1 dit, mon fils 1916 s'est arrêté. Et le fils 1916, c'est P3. Et donc ensuite, le processus père s'est arrêté. À aucun moment donné, il a attendu que P2 ne s'arrête, alors que P2 était un de ses fils. Donc là aussi, on a une possibilité en fait de synchroniser les processus simplement sur le PID pour ne pas être obligé d'attendre tous les fils. Donc on a plusieurs possibilités en fait pour le père pour pouvoir se prolonger. Soit j'attends tous les fils, soit j'attends un fils en particulier. Bon, on a vu pas mal de choses, on a vu comment dupliquer un processus et comment regérer la synchronisation derrière avec les fonctions wait et waitPid. Ouais, pas mal. Alors cette fonction fork, elle nous a donné un petit peu de fil à retordre. Elle n'est pas très évidente à comprendre au premier abord. Le fait que le code soit partagé, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu surprenant. Les deux processus, en fait, vont continuer en exécutant la même partie de code. Nous avons vu, du coup, qu'il était possible aussi de les synchroniser à la fin pour pouvoir récupérer le résultat. Mais nous avons mis en place des bases beaucoup plus solides pour autre chose. Nous avons vu que les processus connaissent leur propre identifiant et l'identifiant de leur père. Et dans le cas d'un processus parent, il y a aussi la possibilité de récupérer les identifiants des fils. Alors soit par la commande fork, soit en réponse de la fonction wait. Donc on a plusieurs façons en fait de connaître ses fils et de connaître ses pères. Et donc ces fils et ses pères et ces relations, on peut aussi les stocker. Un père pourrait par exemple stocker les PID de tous ses fils dans un tableau et donc connaîtrait en fait la liste entière de ses fils. L'intérêt de connaître l'identifiant d'un processus, c'est que on va aussi voir comment on peut communiquer avec un processus grâce à son identifiant. Comment on va pouvoir lui envoyer des messages, comment on va pouvoir échanger des données avec lui. Donc c'est très important de comprendre cette notion de PID, et c'est très important de comprendre en fait que ces PID sont connus dans les différents processus, et ils permettent aux processus de s'identifier entre eux. Donc on va continuer dans cette voie, et on va voir maintenant comment les processus peuvent échanger de l'information.